Bon, je vais enregistrer. OK. Ah, mon Dieu, la caméra, la caméra! Ah oui, c'est ça. Pas trop j'allais. Ben écoute, Sophie, moi, je m'appelle Férouz, j'ai 40 ans, j'ai un petit garçon de 5 ans, j'habite en Allemagne depuis 8 ans, puis je suis coach certifiée en neurosciences depuis 2011. Et depuis ce temps-là, je fais du coaching en ligne avec des gens un petit peu partout. Au début, j'ai eu beaucoup, beaucoup de femmes, puis à un moment donné, il y a eu une année où j'avais presque juste des hommes. Et maintenant, j'ai beaucoup plus de femmes aussi. C'est revenu. C'est vraiment pour moi aussi, comme avec Audie, une mission de vouloir aider les femmes à voir leur potentiel puis à retrouver leur valeur. Puis ben c'est parce que moi aussi, je suis en train de faire ça depuis une dizaine d'années, justement, dans ce développement personnel-là. Donc, j'ai aussi envie de pouvoir aider les autres à avancer avec moi dans ce cheminement-là. Euh, Ma mère, c'est une sorcière, dans le sens que, elle te le dira peut-être, mais tu sais, ma mère, elle a toujours été un petit peu bizarre, parfois aux yeux des autres, ou plus sensible et tout ça. Puis moi, à l'adolescence, j'avais vraiment de la misère avec ça, là. Tu sais, moi, je voulais une mère normale, tu sais, qui est pas sensible, puis qui est, tu sais, et c'est pas ça que j'avais. Donc, maintenant, aujourd'hui, je vois ça comme un beau cadeau, mais ça a fait en sorte que je m'intéresse à ça, surtout quand, moi, étant plus vieille, j'ai commencé à me rendre compte, oh my God, je suis comme ma mère. Fait que c'est un parallèle que je trouve bien le fun, en fait, de retourner vers la sorcière. Puis c'est sûr que nous, notre livre, on veut le faire, tu sais, comme on est deux coachs, on veut vraiment aussi avoir euh, une tangente coaching pour vraiment aider les gens à vivre mieux avec cette facette-là d'eux qui ont à l'intérieur, puis qui puissent s'autoriser à être qui elles sont vraiment dans leur nature profonde de femme. Donc, c'est On ma est présentation. rendu à elle! Ouais. On est rendu à toi. On aimerait te connaître un peu plus. Euh, Toi, ta motivation, ton intention. oui, ben, en fait, ben, moi, c'est Sophie. En ce moment, je suis à la maîtrise à l'UQAM en études littéraires, mais en concentration en études féministes. Donc, je fais mon Oh! mémoire en ce moment sur la figure de la sorcière comme étant un lieu d'émergence de l'agentivité des personnages féminins dans la littérature pour jeunes adolescentes. Donc, comment est-ce que, en devenant sorcière ou à travers les personnages de la sorcière, les femmes peuvent se construire une identité qui leur est propre tout en résistant à une certaine forme d'oppression qui est émise par le contexte environnant. Wow. Donc, non seulement le contexte qui vont les oppresser au niveau de leur spiritualité, mais aussi au niveau du fait qu'elles sont femmes. Donc, moi, c'est vraiment ça que je vais étudier, mais vraiment spécifiquement au niveau des adolescentes, puisque c'est aussi une période très importante au niveau de la construction de soi, puis de se définir par rapport à soi, mais par rapport aux autres aussi. Donc, moi, je suis vraiment là-dedans. Puis, c'est sûr que les romans que j'étudie se passent dans la période contemporaine, mais pour bien saisir justement toute l'ampleur de la sorcière, j'ai pas le choix de passer par toutes les études d'un point de vue historique aussi. Donc, c'est pour ça que je fais beaucoup, beaucoup de recherches sur les sorcières. Voilà. Sophie, tu sais le livre que tu m'as parlé, que tu m'as dit c'est un must. C'est lequel dans toute la liste que tu nous as envoyé, qui est extraordinaire d'ailleurs? Oui, Le marteau des c'est le sorcières. marteau des sorcières. C'est celui hein, que tu as. Je vais aller le chercher parce que tu en avais un à la librairie. Oui, exactement. C'est un livre Okay. qui est très difficile à lire. C'est profondément misogyne. Oui, ah, Mais j'imagine. c'est le livre qui a servi pendant des siècles, en fait, pour toute l'Inquisition, pour tout, comment reconnaître, comment faire les procès et comment torturer et tuer des sorcières. Puis c'est ça qui a guidé vraiment toute l'Église, puis le système judiciaire par rapport à cette problématique-là pendant 4 siècles. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important parce que tout est ancré là-dedans. Puis même si c'est très, très exagéré, très sauvage dans sa manière de rabaisser, de dénigrer les femmes, ben, on est capable encore de ressentir des relents de ça dans la société d'aujourd'hui. Puis ça, c'est quelque chose Ouais, de vraiment très particulier. Là. je comprends. Je comprends. OK. OK. Je comprends. Donc, écoute, je vais aller le chercher. Mais il y en avait un, je pense. Oui,
à la librairie. Oui. Peut-être que je devrais appeler pour me le garder. Je vais appeler pour me le garder, c'est la meilleure façon. OK. Non, mais je pense que c'est ça qui est le mieux. C'est quoi ta motivation, toi? Ça vient d'où? Tu sais, ça nous intéresse de savoir toi. En fait, pour être tout à fait honnête, je pense que depuis que je suis très, très jeune, je m'identifie comme étant sorcière sans étant capable véritablement d'apposer une définition ou tu sais, de vraiment dessiner les contours de ce que ça voulait dire. Je me suis toujours sentie comme ça à l'intérieur depuis que je suis toute petite. Puis, avec les années, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressée au féminisme. De plus en plus, c'est quelque chose, je me nourris de ça. J'aime beaucoup faire des recherches là-dessus, explorer des nouvelles perspectives, des nouvelles manières de faire de la recherche ou d'observer justement le monde alentour. Puis finalement, ben, les liens tellement forts entre le féminisme et la sorcière, ben, je pense que c'est là que moi, ça fait une connexion, les flammettes, voilà. Donc, c'est vraiment dans cette perspective-là. Puis aussi le fait d'y aller dans la littérature pour adolescentes. Moi, je travaille avec des enfants aussi. J'ai toujours travaillé avec des enfants, puis on dirait que c'est comme tous mes points d'intérêt dans la vie qui convergent en un espace. Puis voilà, donc c'est ça, pour les femmes, pour les sorcières, pour les jeunes, pour un monde meilleur. Pour un monde meilleur. Ben, c'est là où je m'en allais Oui. te poser comme question, parce que on a tous un sens, une mission. Tu sais, la tienne, c'est quoi ta mission à travers le féminisme, la sorcière, les enfants? C'est quoi ta mission? En fait, je sais pas si je suis encore rendue au point où je peux la dire en des mots, mais je dirais Ouais. je tends vers quelque chose qui serait vers la possibilité ou la liberté de pouvoir se définir soi-même sans nécessairement se plier à certaines lignes directives Ah, qui c'est sont beau. laissées ou non. Voilà. Ah, Il y a quelque chose tantôt, Sophie, qui t'a dit, puis qui m'a interpellée, puis que j'aimerais ça juste avoir plus ton feedback là-dessus. Tu sais, t'as dit sur le livre, là, le marteau des sorcières, où ça a été comme, tu sais, c'est dur à lire parce que c'est très misogyne, puis ça a été utilisé pendant 4 siècles, et que j'en ai des frissons juste quand je dis ça, là. Puis, mais tu dis, tu sais, qu'il y a des choses qui étaient là à l'époque, qu'on retrouve, qu'on voit encore dans la femme d'aujourd'hui. Puis moi, c'est ça, ça m'intéresse de voir parce que, tu sais, je le vois chez moi, je le vois chez des clientes aussi. Puis je me dis, tu sais, ça, c'est notre côté sorcière. Tu sais, des fois on veut pas s'affirmer, on veut pas parler, on veut pas se montrer comme spirituel ou avoir telle croyance ou qu'on fait telle chose parce qu'on a comme peur du jugement. Tu sais, c'est dans notre ADN, mais ça vient de profond. Fait que je me demande, tu sais, dans ce que tu as vu, dans tes recherches, qu'est-ce que tu vois qui était à l'époque puis qui est encore actuel aujourd'hui? En fait, il y a encore la grande séparation binaire du fait que l'homme, c'est la raison, la femme, c'est les superstitions, c'est l'intuition. Ça, c'est encore très présent. Les femmes, c'est l'émotivité, les hommes, c'est la prise de position ferme. Ça, c'est encore très, très, très présent, je trouve, surtout dans les stéréotypes ou dans les manières un peu simplistes de voir les hommes et les femmes. Il y a une ligne dans Le Marteau des sorcières que j'ai lu, puis c'était les auteurs qui sont des religieux, des hommes catholiques, qui disent qu'ils n'en reviennent pas que la femme ne soit pas faite pour être... qu'elle ne veut pas se soumettre à l'homme et elle veut suivre ses propres instincts, puis Ben, pourquoi? Voyons donc. comprennent Ben, pas parce que voyons. la femme est supposée être soumise, voyons. Et, je trouve que ça, c'est encore là. La femme, malgré toutes les oppressions qui sont là, malgré comment elle évolue dans la vie, mais toujours elle va vouloir suivre ses instincts, elle ne voudra pas se soumettre, même si c'est ça qu'on voudrait d'elle. Donc ça, c'est encore là, c'est encore très présent aussi, je pense. Comment? Et Sophie, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est cette croyance, en fait,
que l'homme, lui, c'est la prise de position ferme. Puis que la femme va plus aller avec son intuition. Tu sais? Puis on valorise, justement. Nous-mêmes, on valorise cette intuition-là. OK? Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, quand on dit qu'un homme, lui, c'est la prise de position ferme par rapport à la femme? Qu'est-ce qui devient? Et en fait, c'est du conditionnement, je crois. Je crois que autant chez l'homme que chez la femme, il peut avoir des prises de position fermes que de l'intuition. Mais c'est de la manière qu'on conçoit les rôles de genre. On va très tôt apprendre aux garçons, il faut que tu aies l'ambition, il faut que tu ailles au bout de tes projets, il faut que tu t'imposes, il faut que tu sois stoïque, il faut que tu ailles même un peu d'agressivité quand les choses ne vont pas comme tu l'espérais. Alors que les femmes, c'est vraiment pas comme ça qu'on modèle les petites filles ou qu'on les encourage à évoluer non plus. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment du conditionnement de ce point de vue-là. Ouais. Parce que c'est mal vu encore aujourd'hui pour une femme d'être ferme puis d'imposer son point de vue ou son opinion dans un contexte professionnel, par exemple. C'est encore quelque chose qui est mal vu. Tandis que les hommes, un homme qui va être plus sensible, qui va suivre son intuition, ça aussi, c'est encore mal vu. Donc, mais je pense pas que ce soit parce que l'un ou l'autre n'est pas capable de le faire. Je pense que c'est juste parce que c'est mal vu et c'est pas valorisé dans la vie en général. En fait, aussi, par rapport à ça, j'ai lu un article justement cette semaine qui expliquait pourquoi l'intuition, c'était plus féminin. Ouais. Et qui définissait ça par l'intuition. En fait, c'est cette possibilité de se retourner vers soi-même, un travail d'introspection, d'observer, de comprendre ce qui se passait à l'intérieur de nous et que ça, les femmes sont en train de perdre ça parce qu'on se déconnecte tellement de nous-mêmes dans le mode de vie qu'on a que c'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile à venir rechercher. Ça, je sais pas, ça m'a vraiment frappé comme article. Puis, dans la même veine, mais je trouve que c'est exactement la même chose pour les hommes. C'est pour ça que les hommes ne sont pas perçus comme étant intuitifs, parce qu'eux, ils ont tellement un chemin de vie droit à pouvoir accomplir que jamais ils n'ont vraiment l'opportunité de se reconnecter avec eux-mêmes de cette manière-là. Et ça, je pense que, Ah oui, c'est vraiment, ce que tu dis, ça me parle beaucoup. Tu sais, on fait un enseignement, on a un module qui s'appelle « Osez votre rêve ». Ce sont des femmes d'un peu partout dans le monde qui prennent notre atelier. On fait ça 4 dimanches de 8h30 à 10h30 le matin. Puis en Europe, parce qu'on a des Européennes qui sont là aussi. Et c'est Férouz qui va plus aller vers leur parler de leur intuition. Et quand elle leur enseigne de parler de leur intuition, ça leur parle beaucoup. Moi, je vais sur le côté action. Vous pouvez, pour être stratégique dans votre rêve, vous avez un côté intuition et vous avez un côté action. Et ce côté action-là, c'est le côté ferme de l'homme, OK? C'est juste qu'on utilise d'autres mots. Et d'avoir les deux, ça leur parle vraiment. Donc, je ressens ce que tu es en train de nous dire. Et ce qui me vient beaucoup dans ce que tu as dit, c'est que la femme tend à perdre cette intuition-là. Et je pense qu'à quelque part, c'est un peu ça notre livre, c'est de dire valorise cette intuition-là, ramène-le, il est là. Et c'est pas à cause que tu t'en vas être une femme plus ferme que tu n'auras pas cette intuition-là. Au contraire, c'est les deux. Écoute, on a beaucoup de femmes qui vont se sentir imposteurs parce qu'elles ont le côté ferme. Elles se sentent imposteurs. Qu'est-ce que ça te dit quand je te dis ça? Ben oui, mais pas seulement quand elles se sentent, quand elles ont ce côté ferme-là. En fait, je pense qu'elles se sentent imposteurs à partir du moment où elles réussissent. Parce que c'est tellement ancré historiquement que les femmes n'ont pas le droit d'avoir accès aux connaissances, n'ont pas le droit d'avoir accès à la réussite professionnelle ou à une certaine forme d'indépendance, que ce soit financière, intellectuelle, psychologique, qu'à partir du moment où elles transgressent justement tous ces plafonds-là qui les empêchaient de performer, ben, elles se sentent imposteurs parce que ce n'est traditionnellement
pas leur rôle et elles ne sont pas à leur place. Donc, je pense que le fait que les femmes se sentent imposteurs, ça vient beaucoup, beaucoup, beaucoup de là. Puis oui, en empruntant des caractéristiques qui sont reconnues comme étant plus masculines, Mais oui. mais dans la réussite en général, je pense dans la performance aussi. Mais c'est drôle, c'est le fun que tu dises ça parce que ça me parle beaucoup. Moi, je suis en train d'écrire un texte sur mes grands-mères parce que elles représentent une historique, tu sais. Je les ai pas, il y en a une que j'ai pas connue du tout. Ma grand-mère maternelle est décédée, ma mère avait 15 ans, puis elle s'appelait Madame Adrien Ouellette. C'était ça son nom officiel. Hein? Fait que t'as même pas ton nom, t'as pas de compte de banque, t'as rien. T'as tout ça de ton mari, t'as pas besoin d'avoir tes choses à toi. Puis elle a toujours éduqué ses filles à dire, tu vas conduire, tu vas avoir ton compte à toi, tu vas avoir tes affaires à toi. Donc, devenir très, très indépendante. Puis en parallèle, de l'autre côté, j'avais une grand-mère algérienne qui, elle a été mariée dès qu'elle a eu ses premières règles. Elle a eu mon père, elle avait 14 ans. Elle se demandait c'était quoi cette poupée-là, qu'il fallait qu'elle s'occupe à partir de maintenant, puis qu'elle voulait aller jouer dans la rue avec ses amis. Elle avait pas de certificat de naissance, parce que c'est juste une fille, on n'a pas besoin de savoir vraiment quand elle est, quel jour, quelle date, quelle heure. Là, c'est pas... Fait qu'ils n'ont jamais vraiment su c'est quoi sa date de naissance. Fait que tous ces papiers-là, elle n'avait pas ça. Puis je me dis, c'est pas il y a 2000 ans, là. C'est dans notre century, là. C'est vraiment pas il y a pas longtemps. Fait que nous, on porte tout ça. Toi, là, Sophie, là, tu sais, dans tout ce que tu as lu, là, c'est quoi qui t'a fait « wow ». T'as-tu comme été le plus impressionné ou le plus comme une notion que t'as faite « aïe aïe », tu sais, ça te rentre dedans, puis c'est comme si c'était un morceau du puzzle que tu fais « tadam ». Tu sais, t'as-tu un fait historique ou quelque chose qui fait en sorte que peut-être que tu comprends comment toi t'es ou comment les femmes sont aujourd'hui? Tu sais, y a-tu quelque chose qui a été comme marquant pour toi dans tes lectures? C'est sûr que je suis capable de retrouver partout justement cette résistance-là de la femme, cette résistance qui est toujours active. La résistance, ça peut paraître comme quelque chose de passif, mais c'est actif parce que c'est toujours présent à tous les moments de la vie, dans toutes les interactions, dans toutes les actions qu'une femme va poser. Elle doit être en position de résistance face aux autres et au système en général qui est fait pour l'oppresser puis la remettre à sa place justement de passivité. Cette résistance-là, on la voit justement au niveau des sorcières, puisque peu importe ce qu'elles faisaient, elles étaient accusées, que ce soit dans leur manière de résister ou dans leur manière de soumettre aussi aux indulgences des procès pour éviter la torture. Ouais. Oh. Ça, c'est quelque chose qui est encore... que je le ressens, c'est comme si j'étais capable, en quelque sorte, de me sentir connectée à ces femmes-là qui ont été torturées et tuées. Parce que cette résistance-là, moi, je la sens encore aujourd'hui dans ma vie personnelle de tous les jours. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose de vraiment très frappant. Il y a aussi la misogynie des hommes qui est très, très, très simpliste dans les livres historiques, mais que si on complexifie un peu, qu'on atténue, qu'on subtilise, qu'on rend ça un petit peu plus discret, mais c'est encore là, puis c'est encore... On le sent, puisque les hommes disent dans ces livres-là, à cette époque-là, on est capable encore de le ressentir aujourd'hui. Puis, en fait, les sorcières, pourquoi elles ont été persécutées? C'est parce qu'elles étaient indépendantes, parce qu'elles avaient accès à des connaissances que les hommes n'avaient pas, parce qu'elles avaient une identité qui leur était propre et ne se définissaient pas seulement par rapport à leur mari ou par rapport à l'Église, donc un père symbolique d'une certaine manière, parce qu'elles avaient une sexualité aussi qui était libérée, ou parce que physiquement, elles ne correspondaient pas à ce qui leur plaisait. Donc, dans tous les cas, la sorcière, c'est juste quelque chose qui ne correspond pas à l'image de la femme avec un grand F telle que créée par l'Église et les hommes en général. Puis de vouloir sortir justement de ça, je pense que ça, c'est encore là aujourd'hui, de sortir justement de ce carcan-là. Donc, techniquement, à mon avis, on est toutes des sorcières si
on refuse cette image-là et qu'on y résiste, on est toutes sorcières. Donc, ça me donne des frissons. Écoute, je t'écoute, j'ai des frissons de la tête aux pieds. Là, Sophie, capote. Sophie, je t'en ai parlé, mais j'aimerais ça aller un peu plus loin dans comment tu le ressens. Comment se fait-il? Tu sais, on a tous des éléments de réponse, Férouz et moi. Je veux juste t'entendre, toi. Qu'est-ce qui te vient quand je te dis qu'à chaque fois qu'on poste sur notre Facebook Les Spirituels, tu sais, on est à 6500 qui nous suivent. Chaque fois qu'on poste quelque chose qui a une sorcière en nous, écoute, on a des likes, là. Les femmes, là, elles veulent être des sorcières. Qu'est-ce qui vient, à ton avis, qu'est-ce qui vient en elles pour qu'elles veulent absolument être une sorcière? Ben, je crois que c'est justement ça, d'être capable de se définir elle-même, de créer une identité qui leur est propre et de pas nécessairement se définir par rapport aux autres, mais par rapport à ce qui, elles, les font vibrer, vers quoi elles se sentent inspirées, vers quoi elles se sentent appelées. Puis, je pense que la raison pour laquelle il y a plus de réactions par rapport à ça, c'est que en publiant ça, vous leur donnez l'opportunité de se reconnaître et le droit de pouvoir s'identifier à ça, parce que la sorcière, c'est encore quelque chose qui est mal vu. Donc, de pouvoir leur donner l'opportunité et la chance de s'identifier à ça, je pense que ça, c'est... Se donner le droit. C'est tellement bon, hein? Se donner le droit d'être une sorcière. Elles veulent toutes l'être, là. Mais se donner le droit, c'est autre chose. C'est une autre étape. Oui. C'est une autre étape, tu sais. Déjà, nous, dans notre texte, c'est pas on veut être une sorcière, on est des sorcières. Tu comprends? Il y a une différence entre je veux être et je suis. Tout à fait. Mais c'est ça, mais je pense qu'il y a quand même une zone ici par rapport à l'identification à la sorcière où certaines femmes, si pas la plupart, ça je peux pas vraiment me prononcer sur la proportion, mais tendent vers l'image à la sorcière parce que ça les interpelle, ça les intéresse, elles se sentent connectées, mais en même temps, elles ne se sentent pas tout à fait légitimes de pouvoir s'identifier à ça parce qu'elles ne sont pas assez en dehors de ce qui les opprime et ce qui leur permettrait de s'identifier à ça. Et en même temps, elles n'osent pas nécessairement s'identifier à ça parce que c'est encore extrêmement mal vu, de la même manière que l'intuition est mal vue ou que tout ce qui est plus féminin est mal vu. Donc, il y a comme un double blocage là, puis j'ai l'impression qu'il y a comme c'est coincé entre ces deux pôles-là, puis que c'est ça, il manque des clés pour ouvrir des portes, justement, qui vont laisser aller... Ouais. Puis, Sophie, si toi, là, t'avais une gang de femmes devant toi, là, puis qu'elles souhaitent vraiment, justement, se défaire de ces chaînes-là, puis elles souhaitent vraiment se donner le droit de s'identifier selon ce qu'elles veulent, ce qu'elles sentent, et non pas selon ce que mon mari pense que je devrais porter parce que c'est le même qui me trouve belle, mais moi, je porterais d'autres choses, puis je ferais d'autres affaires. Si tu avais cette gang de femmes-là devant toi, là, puis qu'elles sont dans ils ont ce désir, mais ils ont encore beaucoup de peur de s'enlever de ce carcan-là, tu leur dirais quoi? En fait, je crois que la première étape, ce serait d'être capable d'identifier ces chaînes-là, d'être capable de les nommer. Mm-hmm. À partir du moment où ils sont identifiés, d'essayer de remonter à la source. Puis je crois que c'est comme ça, en fait, que moi, j'ai réussi à me libérer justement de ces chaînes-là. C'est dans mes lectures, en remontant justement à la source de l'oppression des femmes dans le contexte de la sorcière. Je suis capable de le nommer, de remonter et de voir l'absurdité de la chose. À quel point c'est absurde, à quel point ça n'a aucun sens. Puis à partir de là, elle va me dire, mais pourquoi je continue? Parce que nous, on a un peu les relents de ça. Puis c'est vraiment très, très ancré, c'est un peu inconscient. On ne peut pas nécessairement l'identifier facilement, mais c'est là. Mais une fois qu'on est capable de l'identifier, de le nommer, de remonter la chaîne jusqu'à sa source, puis qu'on voit à quel point c'est absurde, que ça n'a aucun sens, puis qu'on essaie de comprendre pourquoi, pour la raison qui est complètement au bout, est-ce qu'on réagit encore comme ça? Je pense que là, il y a une prise de conscience qui peut être faite, puis c'est vraiment de se rendre compte justement de l'absurdité de la chose, puis comment on est capable de s'en défaire, justement, parce que peut-être que la chaîne est solide, mais ce à quoi elle est accrochée, peut-être l'est pas. Et je pense que... Ouais.
Puis c'est tellement vrai, pourquoi je continue, hein? Tu sais, on avait une discussion sur une personne, une coachée, une future coachée. Puis c'est ça, la personne est malheureuse, mais elle peut pas, tu sais, elle veut pas aller plus creux, tu sais, puis c'est correct, ça lui appartient. Mais ça me parle beaucoup, tu sais. Alors, c'est absurde ce qu'elle vit, mais pourquoi je continue? Pourquoi je continue? Tu sais, c'est quand même impressionnant. Pourquoi on continue? Quand je dis on, en général, tu sais. Mhm. Ben, je crois aussi qu'il y a le fait que la femme est avant tout une créature de résilience. Historiquement, on encaisse et on ne fait rien. On fait juste subir et rester forte à travers ça, l'endurer. Puis ça a toujours été comme ça, peu importe que ce soit dans les mariages forcés, que ce soit dans n'importe quel contexte historiquement, la femme doit endurer des choses qui sont contre son gré, qui sont non consensuelles. Puis elle n'a pas le droit de s'exprimer là-dessus, elle doit juste le subir, le vivre, puis faire comme si rien n'était et continuer, dans le fond. Puis je crois que ça, c'est aussi quelque chose qui fait vraiment partie de notre ADN, oui, mais qui est encore présent, c'est encore véhiculé. Je pense justement à des choses comme dans les cours de récréation, quand les petits garçons sont violents avec les filles, puis c'est dit « Ah, mais c'est parce qu'ils t'aiment bien ». Mais les filles, elles doivent apprendre à faire « Ah, c'est pas grave qu'on me tape dessus, c'est pas grave qu'on m'achale, même si je dis non, parce que c'est juste des garçons, puis c'est juste parce qu'ils m'aiment, c'est normal. » Et ça, cette espèce d'intériorisation de tout ça, de devoir juste accepter, puis rien pouvoir faire aussi, ben, je pense que ça fait beaucoup partie de Ça me parle beaucoup ce que tu dis, tu sais, parce que ça va même malheureusement, en tout cas pour moi, à la maman qui va dire à la petite fille, ben, tu sais, nous, les femmes, on est fortes. On est fortes. Tu comprends? C'est comme, oui, on est fortes, mais en même temps, quand on nous dit qu'on est forte, c'est parce qu'on est capable d'être résiliente puis d'accepter, on est forte. Tu sais, ça va jusque-là. Puis quand je te dis que certaines femmes ont contribué à faire de nous des femmes résilientes aussi, pas juste des hommes, qu'est-ce que ça te dit, toi, Sophie? Oui, bien, en fait, il y a plusieurs explications par rapport à ça, à mon sens. D'abord, il y a le fait que c'est tellement intériorisé, c'est rendu que ça fait tellement partie prenante de soi, de son identité d'être comme ça, et qu'on se sent peut-être un devoir en tant que femme de transmettre ce bagage-là à d'autres femmes, qui n'est pas nécessairement un bagage positif, qui n'est pas juste du négatif non plus. Puis, il y a aussi le fait que, en se soumettant justement à cette oppression-là, c'est comme si on gagnait un peu des cookie points par rapport à l'oppresseur. Puis en étant soumise, c'est sûr que dans un contexte, par exemple, de violence conjugale, si tu te soumets à ton mari violent, il ne te battra plus. Donc, il y a ça aussi, là. Il y a ça aussi, le fait que peut-être que c'est la plus grande résistance de se soumettre dépendant des cas. Puis je pense qu'il y a ces deux côtés-là aussi qui viennent jouer. Ça veut dire que dans... Tu sais, moi, c'est ma croyance, là, mais je pense que dans cette évolution-là, pour la femme, on n'a pas le choix d'avoir aussi l'homme main dans la main avec nous parce que, tu sais, moi, je le vois juste avec mon conjoint, il me bat pas, là. C'est un super bon mari, puis tout ça. Mais il y a quand même des moments où je dois être dans cette résistance-là, je dois comme jouer du coude parce que sinon, c'est comme si je vais me laisser envahir, tu sais. Puis je le vois aussi, tu sais, comme avec, mettons, sa fille qui a un très fort caractère. Mon chum, des fois, il va être comme « Oh God, quel un mauvais caractère! » En tout cas, je plains son mari. Tu sais, fait que la femme qui a un fort caractère, qui dit ses idées, qui dit non, qui se laisse pas opprimer, c'est sûr que tu sais, pour un homme, c'est épeurant. Ça donne pas envie d'aller voir cette femme-là parce que tu sais qu'elle va être un challenge puis t'es comme pas prêt à ça. T'as le goût d'une femme plus qui va dire oui. Fait que, tu sais, dans l'équation, moi, je pense que les hommes ont besoin d'être là-dedans. Mais toi, tu dis quoi de ça?
Oui, les hommes, parce que dans l'état où les choses sont, Mhm. les femmes n'ont pas encore le pouvoir de pouvoir faire un changement social radical parce qu'on vit dans un système qui place l'homme au-dessus. À partir du moment où on va voir la complicité de certains hommes, puis qu'on va pouvoir justement faire ce changement-là, un renversement des mentalités, là, ça va être possible pour la femme d'être ce qu'elle est, mais pas parce qu'elle ne peut pas, mais parce que le système ne le permettrait pas pour l'instant. Puis, je trouve que les hommes aussi ont un gros travail d'introspection à faire sur ces questions-là parce qu'ils sont tellement habitués à être justement la tête dominante, à être en contrôle des situations, à être supérieur en tout point, que ce soit financièrement, professionnellement, psychologiquement, physiquement, aux femmes, qu'à partir du moment où des femmes sont capables d'arriver à leur niveau et même de les surpasser dans certains domaines, ils se sentent menacés, ils se sentent en danger, ils se sentent dans une situation d'incompréhension totale et leur réaction, ça va être d'être sur la défensive, voire dans l'agressivité. Puis, pour les hommes, reconnaître que... Écoute, excuse-moi, là, sais-tu qu'est-ce qui me vient, là? Puis je sais pas si c'est quelqu'un dans ta maison, Sophie, là. Mais ils bandent plus. Veux-tu te le dire? Je me permets de le dire. Ils bandent plus. Bon, je l'ai dit. C'est ça. Elle dit, faut toujours qu'elle plug ça dans une phrase, dans une rencontre. Elle le dit à chaque fois. Okay. Ben oui, c'est ça, c'est pas attirant pour un homme, une femme trop forte. Puis, tu sais, ça paraît banal, peut-être niaiseux, je sais pas trop, là, mais l'autre jour, j'avais une conversation avec mon chum, puis je parlais un peu de spiritualité, j'allais dans des domaines que lui, il comprend pas en tout, ça l'échappait. Écoute, il a eu ça, là, je le vois, là, tellement inconfortable, parce que là, il perd sa place de « je sais tout, là, c'est moi qui mène », tu sais. C'est fou quand même, puis tu sais, c'est drôle parce que moi, j'habite en Allemagne, et dans l'Allemagne, c'est une société encore plus patriarcale qu'au Québec. Tu sais, c'est vraiment fait, tu sais, comme les fonctions, comment ça fonctionne, en fait, l'école et tout ça, la famille, c'est vraiment fait que l'homme travaille, la femme est à la maison, puis elle s'occupe des enfants. Là, ça s'améliore tranquillement, mais ça prend du temps, là. Tu sais, moi, je connais pas une femme presque qui a des enfants puis qui travaille à temps plein ici, là. Tu sais, ça n'en dit gros quand même. Fait que, tu sais, au niveau historique, c'est un gros Titanic qu'on a à bouger, là, tu sais, ça va se faire un pas à la fois, là, parce que, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de changements à faire, puis encore là, tu sais, l'homme, s'il a sa position, justement, il a la raison, c'est lui qui connaît les finances et tout ça, tout ce qui est très féminin, c'est un peu volatile, c'est tout incertain. Fait que, comment faire pour avoir les hommes main dans la main avec nous, puis qu'ils puissent faire confiance à ce qu'on fait aussi sans qu'on ait l'air de des hurluberlus avec notre intuition, puis nos émotions, puis notre ressenti, puis notre indépendance, puis nos connaissances qui parfois sont en dehors de leur zone de confort, on va se le dire, et de leur zone de vraiment de connaissance. Fait que comment on fait concrètement, là, selon toi? Qu'est-ce qu'on ferait? Ben, en fait, je crois que un peu la même chose, c'est un travail de reconnaissance de ce qui se passe. Parce que les hommes vont agir comme ça, mais pas nécessairement en conscience de la chose. C'est-à-dire, nous, on le sait en tant que féministes que c'est un système patriarcal, mais le système patriarcal, tous les hommes le vivent et tous les hommes l'appliquent aussi, parfois inconsciemment. Mais d'être capable de nommer, d'identifier pourquoi est-ce que il y a ce comportement-là qui est là, pourquoi est-ce qu'il y a ces agissements-là qui sont là, pourquoi est-ce qu'il y a ces sentiments-là d'inconfort face à certaines choses ou une importance donnée à la domination dans certaines autres, mais que ça découle justement de ce patriarcat-là et de dire, et d'être capable de nommer, d'identifier et d'associer les comportements, les agissements, les impressions, les opinions qui sont liées à ça. Mais c'est sûr que l'homme qui va être réceptif, bien entendu, va se rendre compte de l'absurdité, encore une fois, de la chose, puis il va se remettre en question.
il va se poser des questions par rapport à ses agissements, d'être capable d'identifier, de dire ah, en ce moment, ce que tu es en train de faire, tu es en train de m'interrompre. En ce moment, tu es en train de m'expliquer des choses que je sais déjà parce que tu prends pour acquis que je ne sais pas parce que je suis une femme ou parce que je n'ai pas autant de connaissances que toi ou parce que peu importe. Là, ce que tu es en train de faire, c'est ça. Là, ce que tu es en train de faire, c'est ça découle de ça. Et de nommer ça à chaque fois, ça les pose dans une réduction, dans une situation où ils se sentent ridicules, justement, de perpétuer ces agissements-là et ces comportements-là. Et puis ils vont finir par faire ces remises en question-là par eux-mêmes dans leur vie de tous les jours. Puis finalement, il va y avoir une sensibilisation à ça, puis qu'ils vont être capables, après ça, voilà, de mieux comprendre. Parce que moi, j'ai une cliente en ce moment en coaching qui est très sensible, qui a beaucoup d'intuition, puis qu'elle a besoin de temps pour justement, tu sais, elle a besoin de se poser, tout ça. Puis ça faisait 20 ans qu'elle était avec un conjoint très rationnel, 1+1 fait 2. Pour elle, 1+1 peut faire 3 ou 5 des fois, tu sais, tu comprends? Donc, elle a pris la décision cette année de quitter sa relation parce que justement, avec cet homme-là, c'était impossible qu'il y ait de la reconnaissance, c'était impossible qu'il y ait des réflexions, des prises de conscience, des remises en question, parce que le monde, le vrai, là, doit fonctionner comme lui fonctionnait. Donc, elle était plus capable de vivre ça. Puis, tu sais, on s'entend que l'humain veut être aimé, veut sentir qu'il est important au moins pour une personne. Fait que, est-ce que tu crois que c'est réaliste ou faisable que les femmes vont, à un moment donné, justement, se définir elles-mêmes et s'assumer dans qui elles sont, même si ça peut leur coûter un mariage, même si ça peut leur coûter peut-être une vie amoureuse, parce que peut-être qu'elles vont tellement faire peur aux hommes elles vont en attirer, mais elles vont jamais les garder. Est-ce que tu penses que c'est vraiment possible, réaliste, ou si on a encore 400 ans à faire avant de faire un effet de bascule, là. Parce que, tu sais, moi, c'est ça que je vois. Tu sais, il y a certaines femmes qui sont capables de faire le pas, puis d'autres qui seront pas capables. Mais est-ce que tu penses que c'est faisable, réaliste, Tout à fait. complètement? Tout à fait. Bien, justement, il y a déjà des femmes qui sont capables de le faire présentement. C'est sûr que ça prend énormément de travail sur soi-même, de remise en question, de questionnement, de redéfinition de soi. Mais c'est possible. Ça commence déjà. C'est sûr que pour que ça soit un phénomène global, je crois que ça va prendre plusieurs années, voire plusieurs siècles, je pourrais pas dire. Mais oui, c'est possible et ça commence déjà, en fait. Puis je crois aussi, autant chez les femmes, mais chez les hommes aussi, je crois que de plus en plus, les hommes deviennent réceptifs à entendre les femmes sur ces sujets-là, sur ces problématiques-là. Puis de plus en plus, des hommes participent aussi au féminisme dans toutes les sphères de leur vie. Puis qu'il y ait des avancements de ce côté-là des deux bords, mais je pense que ça mène tranquillement, pas vite, vers un moment où tout le monde va être capable de se définir par soi-même. Et je pense Puis, mais en fait, juste une petite question. Oui, vas-y. Ben, est-ce que tu penses que l'harmonisation, tu sais, que l'homme et la femme puissent être en mesure d'harmoniser le féminin et le masculin qui est en eux, une fois que ça va être bien harmonisé, ça serait bien harmonisé chez les deux, en fait, c'est là où il n'y aurait pas de guerre de pouvoir, en fait. Oui, exactement. Vas-y. Je veux savoir, tu me parlais du féminisme, tu sais, que la définition est pas limpide, n'est pas claire pour tout le monde. Autant pour les femmes que pour les hommes. Dans un monde idéal, ce serait quoi la meilleure définition du féminisme pour toi? Le féminisme, c'est simple, c'est l'égalité de l'homme et la femme dans toutes les sphères. Puis ça passe par le démantèlement de ce que construit en plusieurs millénaires le patriarcat. Donc, l'égalité, oui, au niveau politique, mais aussi au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau psychologique aussi. Il y a beaucoup de choses, je pense, notamment, par exemple, à la charge mentale.
Comme, oui, maintenant, les femmes ont le droit de vote, maintenant, les femmes vont au travail, mais elles ont encore une famille. Puis, dans les tâches de la maison, majoritairement, ça va être encore la femme qui va la faire, malgré le fait qu'elle travaille aussi à temps plein comme l'homme. Donc, là, ici, il y a une égalité qui n'est pas encore atteinte globalement. Je ne dis pas que c'est le cas partout. Mais, ouais. Qu'est-ce qui fait que la femme tient tant à avoir ses responsabilités? Je me la pose la question, tu sais, puis je suis pas en train de dire que c'est ça nécessairement dans la maison, parce que j'essaie d'apprendre à faire la cuisine puis d'aimer ça, là. Mais ça demeure que qu'est-ce qui fait qu'en général, la femme a dit, ben je vais les faire, les tâches, moi, parce que ça va être bien fait si c'est moi qui ai fait. En fait, il y a une question de reconnaissance, de valorisation, parce que quand elles s'investissent dans ces tâches-là, qui sont les tâches qui leur sont traditionnellement données, qui sont les leurs, qui font partie de leur identité. Une femme, c'est une ménagère. C'est « Ah ben voilà, tu fais bien ta job de femme. Tu es une bonne femme. » Il y a aussi le fait que dans l'éducation en général, c'est pas quelque chose qui est appris de la même manière aux garçons et aux filles encore aujourd'hui. Puis, oui, parfois, les hommes vont peut-être être moins habiles que les femmes pour certaines choses. C'est pour ça que les femmes vont dire « je vais le faire », parce que ça va être fait. Mais c'est aussi parce que les hommes n'ont jamais pris le temps d'apprendre à le faire comme il faut, ou aussi parce que peut-être ils savent que s'ils le font mal, ça va être la femme qui va le faire finalement et pas eux, donc ils vont être dispensés de ça. Donc, il y a plusieurs petits trucs qui viennent jouer là-dedans. J'ai le sourire, je ris les filles, là, parce que là, je me dis, si je vous montrais, là, mon chez nous, là, je suis tellement pas une bonne ménagère, là, c'est le bordel, ça traîne partout. Des fois, mon chum, il revient, il capote, et là, puis là, il arrive, puis il range tout, parce qu'il capote, j'ai pas rangé, mais pour moi, là, ouais, non, mais pour moi, c'est vraiment aussi une résistance, probablement, aussi. Tu vois que, tu sais, je suis pas obligée d'avoir une maison A1, là, parfait pour... Parce que, tu sais, moi, je pense à la femme. Tu sais, c'est vraiment impressionnant parce qu'en même temps, ce que je ressens, c'est que la femme a aussi un travail à faire autant que l'homme pour justement atteindre cette égalité-là. Fait que la job qu'on a à faire est vraiment aussi, puis je dirais même pas plus, mais autant aux femmes. Tu sais, je pense à ma mère quand mon père a arrêté de travailler et qu'il est arrivé à la retraite, elle me dit, je lui ai dit, écoute, il va falloir que tu ailles à la maison. Moi, je suis plus capable. Puis elle a dit, j'ai réalisé que j'y avais jamais montré ou il n'y avait jamais eu un intérêt d'apprendre à faire la bouffe. Puis là, maintenant, c'est lui qui fait le riz, c'est lui qui fait la vaisselle. Puis elle dit, je suis capable de le laisser aller. Ce que j'étais incapable avant. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, Madji. C'est quand même une femme de 75 ans, tu sais. Puis je trouve ça génial. Mais elle m'a quand même dit, il a fallu que je le laisse aller. Comme si c'était une permission qu'il fallait leur donner. Pense pas que Féroce, tu donnes la permission à ton mari de faire... il le fait par lui-même, tu comprends, le ménage. Mais il y a quand même une certaine emprise de la femme de vouloir la contrôler parce que ça vient, comme tu disais tantôt, d'un bagage. Alors, comment, encore avec la question à Féroce, est-ce que c'est dans 400 ans qu'on va y arriver? Puis comment on fait, nous, déjà, avec toi, ce que tu fais, avec ton mémoire, et nous, avec notre livre, comment on fait pour activer ça? Mais justement, je pense que ça passe avant tout par l'identification, être capable de nommer les choses, parce qu'il y a tellement de choses qui sont faites inconsciemment, qui sont faites machinalement, sans une seconde pensée, qu'on fait juste parce que c'est comme ça, puis qu'on ne se questionne pas par rapport à ça. Juste le fait de nommer, identifier, de comprendre ces comportements-là, je pense que c'est la plus grande des étapes, puis que les autres étapes, on n'a pas besoin, nous, de les faire pour les autres. Ils vont être capables de les faire par eux-mêmes à partir du moment où ils ont les outils pour être capables de nommer, d'identifier et de comprendre. Je pense que... Nommer, identifier, comprendre. Ouais. Il y a de la job à faire, hein, c'est sûr. Moi, non, mais il y a de la... Non, mais moi, je trouve ça super fascinant. Mais, tu sais, je regarde juste, tu sais, mon père, il habite en Algérie, il y a une femme là-bas, il y a 4 enfants. Je les ai pas vus souvent, mais
Je les ai vus en 2008. Puis l'éducation qui est donnée au fils, puis l'éducation qui est donnée à la fille, c'est encore plus marquant la différence que ce qu'on fait au Québec, disons. Tu sais. Comme par exemple, je me souviens d'une soirée, sa fille, elle avait acheté une belle robe, une jupe blanche longue qu'elle voulait mettre, puis elle était super fière. À l'époque, elle avait comme 15 ans. Son frère, de 2 ans plus vieux, arrive et dit « Non, ne mets pas ça, tu vas te changer. » Ben, elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle aille se changer. Elle n'a pas le choix d'écouter son frère. Puis même si ça avait été son petit frère qui avait dit « Non, tu ne mets pas ça, tu vas te changer », elle n'a pas le droit d'argumenter. Il faut qu'elle aille se changer. Fait que, tu sais, il y a beaucoup... Tu sais, c'est culturel, mais c'est vraiment dans nos gènes féminins aussi qui sont là. Tu sais, c'est révoltant, là. Fait que, ouais, OK, on va y aller une femme à la fois, hein? En commençant par soi. Ce que tu dis, oui, absolument. Puis ce que tu dis aussi, Férouz, tu sais, c'est OK, c'est pas pour rien qu'on est au Québec, probablement parce qu'on a une ouverture que OK, les filles, il y a une ouverture, là, let's go. Fait qu'on est les trois, là, let's go. Parce qu'il y en a d'autres avec nous, on n'est pas les seuls, puis c'est ça qu'on veut faire, hein. On veut agrandir justement ce cercle-là pour en avoir plus avec nous. Ce que tu parles, Férouz, est quand même... Tu sais, il y a une religion derrière, il y a une culture derrière. Fait qu'imagine, rendu là, fait qu'on a comme une job au Québec, je pense, qu'on peut faire justement pour agrandir dans le fameux rayon. Oui, mais c'est le Québec, tu sais, je veux dire, le Québec n'est pas homogène, là, dans le sens, il y a beaucoup de multiculturalité avec des gens qui arrivent de différentes parties, puis où est-ce que la femme n'est pas nécessairement valorisée, tu sais, c'est une fille, c'est juste une fille, ouais, tu sais, c'était même ça au Québec avant, là, tu sais, d'avoir des hommes, c'était des gars, hey, c'est comme, t'enrichis ta famille, une fille, ben, tu vas la perdre de toute façon, tu sais, non, mais elle va partir avec un autre dans une autre famille, tu sais, c'est pas ça qui va enrichir ta famille, c'était comme ça aussi à un moment donné. Fait que c'est sûr qu'il y a une grosse... il y a une grosse job à faire ici. Une grosse job à faire, là, tu sais, imagine dans ces pays-là. Tu sais, en Inde, en Chine, des infanticides, parce que les femmes se font avorter parce qu'ils savent que c'est une fille. Tu sais, c'est pas drôle, là. Fait que... Il y a vraiment un gros travail de fond à faire. Puis ce que je trouve le fun, en fait, ce que je me dis, ce qui me vient, là, notre rôle, là, nous, ce qu'on peut faire à notre échelle, puis avec les femmes qu'on va rencontrer, c'est vraiment de les aider à se définir elles-mêmes, sans cette oppression de la société ou de... Tu sais, c'est dans des petits détails subtils. Tu sais, je vais prendre l'exemple de mon mari, puis c'est pas parce qu'il est méchant du tout, mais tu sais, l'autre jour, je me suis acheté... T'as un petit peu, mon amour, je parle. Ça sera pas long. OK. Je m'achète des boyfriend jeans parce que moi, j'aime ça. C'est lousse, on est bien, je suis relax. Il me dit « j'aime mieux quand tu mets des skinny jeans. » Non, mais c'est un petit détail, hein? Mais j'aurais pu faire « ouais, ben là, tu me trouves moins belle. » Fait que je vais pas les mettre, mes boyfriend jeans. Je vais juste mettre ceux que toi, tu aimes parce que moi, je veux que tu m'aimes, tu sais. Fait que ça prend... faut se grounder fort, faut apprendre à se valoriser soi-même pour être capable de dire, ben moi, j'aime ça. Tu sais, c'est fun, tu as le droit de me dire que tu m'aimes mieux en rouge qu'en bleu, mais ça prend vraiment une force, tu sais, ça prend à apprendre à se valoriser soi-même, à s'aimer plus soi-même, à s'identifier soi-même aussi, parce que c'est vraiment pas évident. Puis tu sais, moi, ça me parle beaucoup, Sophie, ce que tu as dit, de se définir soi-même, parce que moi, ça a toujours été un gros problème pour moi. Tu sais, je m'appelle Férouz, je suis née au Québec. Dans ma classe, il y avait juste des Julie, des Mélanie, des Caroline. Puis dans les magazines, c'est toutes des filles avec les cheveux raides, super raides, châtains, les yeux bleus, la peau super claire. Moi, je m'identifie à quoi, là? Je grandis comment? Comment je m'identifie en tant que femme? Qu'est-ce que je fais? Comment je peux être, moi? Puis tu sais, c'est un gros travail de dire, OK, ben je vais juste aller vers ce qui me fait triper. Tu sais, je mets ça parce que je trouve ça beau. Je fais ça parce que j'aime ça. Tu sais, fait que ça, c'est pas évident. C'est un gros travail de se donner le droit d'être, là. Tu sais. Fait que ça, je pense qu'Audi, on peut aller dans cette direction-là, vraiment. Ben, en fait, il y a une question qui me vient. Tu sais, Sophie, tu travailles dans une librairie. Hein?
C'est beau, là. Moi, quand je t'ai vu, je trouve ça extraordinaire. Que tu travailles dans une librairie, puis tu connais, écoute, là, tu connais où est-ce qu'il est tout partout, là. Tu sais, c'était... Alors, notre livre arrive, puis tu le prends dans tes mains. Pour la job qu'on veut faire, qu'on vient de se parler, que tu peux essayer de deviner, qu'est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir dedans qui est différent de tout ce que tu as vu ou lu? Très grande question. Oui, c'est la question qui tue. On est comme à tout le monde en parle. Tada! Je mettrais bien mes lumières. La question qui tue. Oui. Je pense qu'il faudrait laisser une plus grande place à la liberté de décision. Souvent, dans les livres qui vont être de croissance personnelle ou de travail d'introspection, on va dire « voici ce que vous devez faire ». Mais peut-être que la personne n'est pas rendue là. Peut-être qu'elle n'est pas en accord avec ces choses-là. Donc, peut-être laisser le choix, justement, à la personne. Lui présenter des options, puis lui laisser la responsabilité de choisir pour elle-même et par elle-même ce qui lui conviendrait le mieux dans son processus. Je pense que ça serait un point. Peut-être aussi être capable de se défaire des grands dogmes. Comme je sais que vous m'avez dit qu'ensemble, vous travaillez sur les anges, sur les fées. Peut-être, par exemple, des anges, ça ne va pas parler à certaines femmes. Donc, c'est sûr que si, oui, symboliquement, c'est beau, il y a beaucoup de choses, mais peut-être que quelqu'un va avoir un tellement grand blocage par rapport à ça que ça va perdre toute l'efficacité de la symbolique, justement. Fait que peut-être soit se détacher de ces lignes-là qui sont rattachées à autre chose, ou les multiplier de manière à ce que la personne, justement, puisse encore une fois choisir à laquelle s'identifier. Je pense que ça, il y avait... Est-ce que tu es en train de dire spécifiquement là-dessus qu'on devrait focusser juste sorcière? Est-ce que c'est ça que tu es en train de dire et pas entrer les fées, les anges, juste sorcière? Ou tu es en train de dire... Pas nécessairement. Plus, par exemple, les fées, certaines personnes vont voir ça, bon, ok, c'est enfantin. C'est ça dans les contes de fées, c'est bon, c'est enfantin, moi je ne m'identifie pas à ça. Les anges, quelqu'un va pouvoir dire, ah, mais ça, c'est rattaché au christianisme, au judéo-christianisme. Moi, je ne suis pas vraiment là-dedans, je ne m'identifie pas à ça, fait que ce livre-là n'est pas pour moi. Même chose avec les sorcières, peu importe la figure qu'on va prendre, il va y avoir des blocages. Donc, c'est pour ça qu'avoir une multiplicité, ça permet de choisir celui. Si je donne un exemple juste comme ça, je ne sais pas si vous connaissez Lise Bourbeau. Oui. Oui. Elle parle énormément de Dieu dans son livre. Puis moi, ça a été un blocage pour moi parce que c'est un livre qui est supposé être par rapport à ses blessures, par rapport à être capable de se guérir soi-même. Mais là, il y a Dieu qui est omniprésent partout. Moi, c'est pas pour ça que j'ai acheté ce livre-là. C'est pas pour parler de Dieu. Moi, c'est pour me parler à moi-même. Donc, moi, j'ai eu un blocage au niveau de ce livre-là parce que c'est pas ça que je cherchais dans un livre qui était supposé me parler de guérison par moi-même. OK. Fait que ça, mais tu sais, s'il y avait plusieurs lignes pour s'identifier ou que c'était un petit peu plus séparé de ça, peut-être que j'aurais pu passer outre ça pour aller me plonger dans ses propos. Je comprends. Mais moi, à ce moment-là, j'ai pas été en mesure de le faire. OK. Puis, est-ce qu'il y a autre chose qui te vient? Dans qu'est-ce que tu voudrais voir de différent? Tu sais, tu dis, bon, de laisser la liberté de décision. Donc, de ne pas imposer, mais de plutôt des options. Ça, c'est... Puis ensuite de ça, tu dis, bien, jouer un peu sur la multiplicité. Ça ne veut pas dire de ne pas mettre la sorcière en front page, mais de jouer sur la multiplicité pour pas justement que ça fasse comme Lise Bourbeau, tu sais, qui parle de Dieu. Fait que c'est comme un blocage parce que, tu sais, elle en parle trop alors que c'est des guérissons de blessures que tu vas chercher comme propos. Y a-t-il autre chose que tu vois comme différent? Peut-être grounder le propos. De ne pas rester dans des théories spirituelles, intuitives, mais donner des exemples concrets, des exemples qui pourraient être soit dans la vie de tous les jours, soit historiques, soit en illustrant ces propos-là. Ça permet de concrétiser, justement, de séculariser
qu'on dit pour être capable de l'appliquer puis de voir comment ça peut être appliqué dans la vraie vie. Puis pas juste des propos qui sont dans la théorie puis qu'on peut saisir puis interpréter comme on veut. C'est vraiment, oh, regarde, ça, on offre cette théorie-là, on peut l'illustrer comme ça, on peut l'appliquer comme ça, puis voici les résultats. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va permettre justement de sortir de cette bulle un peu New Age que certaines personnes répudient, puis qui est justement parce que c'est mal vu, de la spiritualité, de l'intuition et tout, et d'être capable de le grounder, on vient chercher un peu des deux côtés de ce côté-là aussi. Je suis contente de t'entendre dire ça, Sophie, parce que, tu vois, nous, notre livre, c'était « Oh, mais je fais comment? » Tu sais, dans le sens que c'est bien beau, tout ça, mais je fais comment pour ça? Tu sais, de la théorie, on peut en dire, on peut en lire, mais après ça, moi, tu sais, de mes clients, j'entends toujours comme « Ouais, mais là, je fais comment pour faire ça? » Tu sais, pour me définir moi-même, là, puis tu sais, me devenir plus indépendante, puis mieux me connaître, puis mieux m'aimer, je fais comment? Fait que, tu sais, on était vraiment orientés là-dessus aussi. Des exemples concrets, c'est sûr que j'aime ça, tu sais, comme l'autre jour, quand j'ai commencé à lire sur les sorcières, tu sais, ce qui me parlait beaucoup, c'est que la sorcière était différente. C'est ça qui, elle rentrait pas dans la masse, tu sais. Fait que c'était le mouton noir dans le troupeau. Puis je me dis, ben, tu sais, moi, j'ai tellement de clientes qui me disent, j'ai l'impression que je suis un extraterrestre. C'est le même qu'elles me disent ça des fois, là. Mais tu sais, qu'elles ont l'impression d'être complètement différentes des autres. Pourtant, ils n'ont pas un teint vert puis des antennes, là. Mais, tu sais, cette différence-là qu'on peut avoir, fait que le comment on l'applique, justement, dans le concret, ça me parle beaucoup. Ben, c'est cool! L'exemple avec les jeans de tantôt, c'est un bon exemple. De dire, ah, ben là, j'aurais pu me remettre en question pour savoir, ah, est-ce que je devrais porter juste ce qui lui plaît à lui? Ouais. De ça, d'avoir cette interrogation-là, puis de pousser plus loin, puis de dire, mais là, est-ce qu'en ce moment, tu es en train de me dire que tu préfères que je privilégie ton plaisir visuel à mon confort? Le nommer. Oui, c'est ça, puis il va faire, ben non, bien sûr que non. Puis c'est là qu'il va, lui, de son côté... Ben, c'est ça. t'es belle, même dans un sac de patates. Mais c'est intéressant, hein, ton commentaire, en tout cas, ce que tu apportes présentement, parce que ça vient avec... Parce que je ne sais pas ce que tu as dit, Féro, je suis sûre que tu as dit quelque chose, mais imaginons qu'une femme ne dit rien, tu sais, non, je ne mettrai pas cette robe-là, je vais mettre celle-là parce que tu me trouves plus belle, sexy, ou ça peut être différent, ça peut être, je veux pas que tu mettes cette robe-là parce que justement, tu as l'air trop sexy, c'est trop décolleté ici, puis on voit tes seins, puis on s'en va dans un bal. Il m'aurait mieux que tu en mettes une qui... Tu sais, ça arrive aussi, ça. Moi, mon premier mari, c'était ça. Quand j'avais la chemise trop détachée, tu sais, mais pourquoi tu penses qu'il faisait ça? Parce qu'il m'a trompée. Parce qu'il y avait des femmes. Ah ben, j'ai eu une cliente cette semaine. Hier, j'ai mis une robe pour aller travailler, pour avoir des clients. Puis j'ai une de mes clientes qui est russe, qui arrive, elle fait « Ah, t'es en robe? » Elle dit « Je me suis acheté 2 robes en fin de semaine. » Je dis « Ah, ben c'est cool. » Elle dit « J'ai pas le droit de les mettre si je suis pas avec mon chum. » C'est pas vrai? Ouais. Elle dit « Ah, ben non, tu sais, c'est parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont me regarder, mais sinon... » J'ai 2 gros de même, la gueule m'a tombé à terre, je fais... Elle porte pas de voile, rien, là, tu sais, c'est une femme qui a de l'air émancipée, mais finalement, tu sais, son chum, il veut pas qu'elle travaille parce qu'elle pourrait travailler avec des hommes, puis elle pourrait avoir un flirt ou, tu sais, susciter de l'intérêt, fait que non, c'est mieux qu'elle travaille pas. Alors... C'est intéressant, juste pour poursuivre sur ce que je disais, tu sais, ce que tu apportes, ce que j'aime, c'est de le nommer, tu sais, de dire « Ah, OK, là, tu es en train de dire que je peux pas mettre cette robe-là parce que c'est décolleté, puis toi, ça va te déranger, mais moi, je me trouve plus belle avec cette robe-là. » Fait que ça me tente de la mettre. Ouais. Tu sais, c'est de le nommer aussi. C'est parce qu'on est de combien de femmes on ferme notre gueule. Ouais. Parle pas, pourquoi? Parce qu'on a appris à être résilient, parce qu'on a appris à... Nous autres, on est forts. Tu sais, ça va tout, hein? Tout ce bagage-là va avec l'éducation. Même encore, tu sais, de le nommer, je vais pas faire l'avocat du diable, là, mais de le nommer, tu sais, si à un moment donné, la femme a dit « OK, maintenant, il faut que je le nomme, je vais identifier, puis je vais parler, je vais dire ce que j'ai à l'intérieur de moi », puis qu'elle n'était pas le même avant, t'es bien fatigante, t'es bien compliquée,
t'es Ben bien oui. achalante. Ben Fait oui. qu'à un moment donné, tu sais, elle peut faire comme, ah, ben là, j'étais en train de perdre mon mari ou quoi que ce soit. Fait que, OK, je vais refermer tout ça aussi, hein. Tu sais, tu sais, je pense qu'il faut que tu fortifies t'as une fondation qui est forte pour, à un moment donné, commencer à faire ça, puis pas nécessairement de le faire tout le temps, mais d'avoir tu sais, de choisir tes moments parce que ça Mais peut, pourquoi pas le dire tout le temps, tu sais? Pourquoi pas oui, le tu dire peux le tout le temps? dire. Ben oui, tu peux, mais ça peut être, tu sais, Non, mais ça peut, on commence une ben discussion, puis c'est oui, ça qui est agréable parce que ben oui. ce qu'on souhaite aussi, en tout cas, puis on fait des groupes ensemble hein, avec Férouz, et c'est extraordinaire de laisser justement les femmes, comment elles le ressentent, tu sais, comment elles le vivent. Pourquoi pas tout le temps? Parce que faut qu'on s'installe. Mais tu sais, si le gars, et je vais vous raconter quelque chose, une autre histoire, puis là, je pense qu'on avait dit jusqu'à 8h30, Oui, 9h30. oui, ça Une faut. autre affaire, j'ai une cliente qui est en train d'essayer d'avoir son boni, OK? De 2016. Fait que je la coach, je l'accompagne, en fait, à pouvoir le demander à son patron. Mais là, ça fait 3 fois que son patron, il lui dit « Non, mais fatigante, hein? » Fait que là, je me dis ah, « OK. » Ben, c'est parce que c'est 2016, tu sais, 2017 va terminer bientôt, je voudrais avoir mon boni, tu sais, c'est quand même 10 000 c'est pas rien, là. Fait que t'es bien fatigante. En tout cas, hein, t'es tenace. Il lui a dit qu'elle était tenace. Ben oui. Et c'est quelque chose, hein? Et là, imagine-toi donc que je lui ai dit, OK, mais si, parce que je connais un des directeurs, parce que c'est un grand VP, ce grand patron-là, il y a plusieurs directeurs, elle est égale aux autres directeurs. Alors, je lui ai dit, si ce directeur-là, qui est un homme, entrait dans le bureau pour avoir son boni, est-ce qu'il lui dirait, ouais, mais t'es tenace, hein? Mon Dieu, as-tu jamais oserais faire ça? Écoute, j'en ai des frissons. Elle a comme pris conscience qu'il ne le ferait pas à l'autre directeur, mais à elle, il ose le faire. Ah, j'ai des frissons, les filles. Hey, on a-tu de la job à faire? Je sais. Puis à commencer, je suis d'accord, à Par commencer soi. par nous. Parce que plus nous trois, on est solides, plus nous trois, on va mettre la lumière autour. Fait que là, une autre question qui tue. Dans combien de temps on va réussir si c'est pas 400 ans, puis c'est pas demain? C'est quoi entre les deux, là, Sophie? Mais on peut réussir dès maintenant par nous-mêmes. Nous-mêmes, si on réussit, c'est une réussite en soi. Donc, on a réussi. Donc, on n'a pas besoin d'attendre que ça soit réussi globalement. À chaque personne qui réussit, c'est une réussite de plus. Donc, immédiatement. Voilà. Yay! Bonne réponse, bonne réponse. Ah, j'ai des frissons. Ah, merci Sophie. C'est rien. Ça a été vraiment intéressant. Puis écoute, moi, ton mémoire, j'adorerais ça le lire. Quand ça sera fini. Parfait. Non, mais c'est vrai, c'est super intéressant. Oui, oui. Écoute, tu nous connais, tu as nos emails, tu as tout. Moi, je vais aller te voir à la librairie. Je ne sais pas quel jour tu travailles. Je travaille le jeudi, vendredi, samedi et lundi. Quand même. Donc, tu travailles demain, puis vendredi. C'est bon. Alors, vendredi, je vais aller acheter mon livre. Coucou. Et on te l'a dit, si nous, on peut collaborer, ben, tu nous le dis.